Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Desbucois et je suis data scientist chez Publicis Sapient depuis 1 an et demi. Et donc aujourd'hui on va parler du NLP, donc qui veut dire le traitement du langage naturel en français et le Natural Language Processing en anglais. Et on va essayer aujourd'hui de retracer un peu le passé du NLP avec quelques grandes dates historiques. On va essayer de parler un peu de ce qui se fait de mieux actuellement au niveau du présent du NLP et ensuite on verra les possibilités pour le futur. Donc on va commencer par essayer de définir ensemble un peu ce qu'est du coup le traitement du langage naturel. Donc en fait, quand on lit des articles ou quand on lit des papiers, on se rend compte qu'il peut y avoir plusieurs spectres de définition du langage naturel, du traitement du langage naturel. Donc en fait, on a certaines personnes qui vont considérer que le traitement du langage naturel, c'est uniquement les méthodes dont on va, qui vont permettre de rendre compréhensible et utilisable du texte ou de l'oral par un ordinateur. Donc avec notamment des méthodes de vectorisation. Là où d'autres personnes vont considérer que c'est et ces méthodes de vectorisation et en plus les applications qu'on peut en avoir derrière, donc avec notamment de la classification de texte, des analyses de sentiments ou toute autre application. Donc du coup, la définition que j'ai mis ici, enfin la citation que j'ai mis ici de Stephen Bird est plutôt dans la deuxième catégorie. Et du coup, c'est ce qu'on va considérer pour cette présentation, c'est-à-dire que tout ce qui va traiter du langage naturel, que ce soit des méthodes de vectorisation ou des applications, on va regrouper ça dans le NLP. Donc on va commencer du coup avec le passé du NLP. Donc l'idée c'est pas d'être exhaustif et de retracer tout le passé, mais juste quelques grandes dates clés du coup qu'on va avoir. Ce qui nous amène à commencer au début du XXe siècle avec Ferdinand de Saussure, donc, qui était un professeur de linguistique suisse et qui du coup dans sa recherche a développé un concept qui s'appelle le language as a science. Donc, en fait ce qui est intéressant ici c'est qu'il va énoncer que le langage, on peut voir ça comme un système qui du coup va comprendre des phrases et que pour que ces phrases soient porteuses de sens, on va devoir mettre de bonnes relations entre les mots. Et donc c'est un peu dans l'idée que si on met 5, 6, 7 déterminants de suite, on aura une phrase qui n'aura pas forcément de sens. Et donc du coup, on doit respecter certaines normes pour être compréhensible. Et du coup, c'est la première date que j'ai choisie. Faut savoir qu'on est dans les années 1920 environ. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'avancées dans ces années-là, ce qui fait qu'on se retrouve tout de suite à passer à la Seconde Guerre mondiale. Donc on est plus dans le début des années 40, où on a eu en fait l'émergence de nouveaux besoins. C'est-à-dire que pendant cette Seconde Guerre mondiale, les Anglais, dans le début des années 40, réussissaient à capter des communications russes. Et du coup, capter des communications russes, c'est bien, mais être capable de les comprendre, c'est quand même mieux. Du coup, ils ont commencé à se dire que ce serait bien d'avoir des méthodes ou des façons de traduire du russe vers l'anglais. Et c'est du coup à partir de ces années que se sont développées des méthodes dites RBMT, donc pour Rule Based Machine Translation, et qui du coup se sont développées du coup, à partir des années 40. Ces méthodes, elles nous paraissent peut-être maintenant assez simplistes. En fait, on peut considérer que c'est des méthodes de traduction de mot à mot, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un dictionnaire qui va lister, si on prend le cas du russe vers l'anglais, un dictionnaire qui va lister l'ensemble des mots russes, l'ensemble des mots anglais, donc il faut que ce soit très exhaustif, donc c'est compliqué à mettre en place. Il faut en plus des règles de syntaxe du russe, l'ensemble des règles de syntaxe du russe, de l'anglais, et une sorte de dictionnaire qui va rapprocher les règles de syntaxe du russe à celles de l'anglais, de sorte à ce que quand on veut traduire du russe, on prenne un mot russe, on passe les syntaxes russes, on trouve la syntaxe anglaise qui correspond et on a le mot anglais qui suit. Du coup, c'est vraiment une traduction mot à mot qui du coup paraît assez simpliste maintenant. Ce qui fait que toutes ces méthodes RBMT se sont développées dans les années 40, ça a continué dans les années 50, début des années 60, et il y a eu un compte-rendu qui a été fait par l'ALPAC, donc l'ALPAC pour l'Automatic Language Processing Advisory Committee. Donc c'est en fait un comité qui finançait les recherches dans le domaine du NLP et notamment dans le domaine de la traduction. Et ils ont essayé de faire un peu un compte-rendu de ce qui se développait dans le milieu de la traduction, donc notamment avec les méthodes RBMT qu'on vient de voir. Et ils sont arrivés à une conclusion, c'est que ces méthodes, elles n'étaient pas forcément très pertinentes, pas très rentables, entre guillemets. Ils préféraient qu'une personne se forme à apprendre le russe en 200, 300, 400 heures, plutôt que de poursuivre dans cette direction-là, parce que les résultats n'étaient pas bons. Donc, du coup, ils ont préféré mettre fin au fonds de financement pour la recherche, et du coup, ça a un peu stoppé dans le début des années 60 la recherche dans le domaine du NLP. Maintenant, fin des années 60, on a la recherche qui a commencé à reprendre, notamment avec des chercheurs un peu indépendants, qui ont commencé à se dire que,
on a une traduction mot à mot qui n'est pas forcément très performante. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes pour faire de la traduction? Est-ce qu'on n'aurait pas par exemple des méthodes où on pourrait vectoriser du texte pour faire en sorte qu'il soit utilisable d'une autre manière? Et c'est du coup à partir de ces années-là qu'on a eu des méthodes de vectorisation qui ont vu le jour. Et c'est du coup sur ça que j'ai envie un peu de clore la version du passé du NLP. Donc avec une slide où on va présenter du coup des méthodes de vectorisation du texte qui vont nous permettre de faire une transition entre ce qui se faisait dans le passé, notamment avec le TF-IDF qui est sorti en 1972 et le Word2Vec qui est du coup plus récent, qui a été fait en 2013. Donc dans l'idée, on a le TF-IDF qui a été fait en 1972, développé en 1972, avec, c'est un principe qui est du coup basé sur une méthode fréquentiste, où on va essayer de vectoriser des documents ou vectoriser des paragraphes sur un ensemble de textes, et dans le vecteur qu'on va avoir, chaque valeur sera associée à un mot, et du coup, la valeur sera déterminée par la formule du TF-IDF. Donc l'idée globale, c'est de compter le nombre de fois où un mot apparaît dans un document, en se disant que plus le mot va apparaître, plus il va être important, et d'essayer de pénaliser par contre les mots qui sur l'ensemble des documents vont apparaître trop souvent, sous-entendu que du coup, ils sont peut-être trop redondants, ils sont peut-être pas suffisamment porteurs de sens, et donc du coup, ils seront pas très pertinents. Donc ça, c'est sorti en 1972. Et on a ensuite, plus récemment, la méthode Word2Vec qui est apparue donc en 2013. Donc il y a plusieurs variantes de méthode Word2Vec. Donc ici, c'est le CBO, donc le Continuous Bag of Word, qui du coup est basé sur un réseau de neurones, donc ce qui se fait beaucoup ces temps-ci. On va avoir une couche cachée. En entrée, on va essayer de... du coup, la tâche d'apprentissage du réseau, ça va être de prédire un mot par rapport à son contexte. Ce qu'on définit comme contexte, ça va être une fenêtre de mots qui sont autour du mot en question. Donc ça peut être les mots qui sont juste autour, les deux mots qui sont juste autour. Et du coup, on va essayer de prédire un mot par rapport uniquement à son contexte. Et dans l'apprentissage, ce qu'on va conserver comme embedding du mot en question, ça va être la matrice de poids qui sort juste après la couche cachée. Pardon. Donc ça, c'est une méthode qui est plutôt probabiliste que fréquentiste avec ce qui est sorti en 1972. Donc voilà pour le passé du NLP. Maintenant, on va commencer à parler du présent. Et je vais me concentrer sur ce qui, selon moi, se fait de mieux actuellement, donc ce qui est l'état de l'art du NLP, avec le transfer learning. Donc le principe du transfer learning, c'est quoi? C'est d'essayer de construire un premier gros modèle qui va être entraîné sur un très grand corpus et qui va permettre d'être représentatif du langage, dans le sens où il va permettre d'encoder facilement des mots ou des phrases et qui, par la suite, va être utilisable et applicable à tout un tas de tâches très facilement. Donc, que ce soit des classifications de texte, des chatbots avec du question-réponse ou autre. Donc du coup, il y a plusieurs modèles de transfer learning qui sont sortis. Donc moi, je vais essayer de parler de BERT essentiellement aujourd'hui. Pourquoi BERT? Parce que c'est celui qui a fait le plus parler de lui quand il est sorti. On a notamment, qui a été développé par Google, du coup BERT, et qui est actuellement utilisé dans le moteur de recherche de Google, donc c'est vraiment quelque chose de très performant. Donc si on reprend l'idée du transfer learning, c'est on a tout un corpus de documents, donc on parle là de milliards de documents. On va entraîner notre modèle avec des tâches, donc on verra les tâches qu'utilise BERT par la suite, et ensuite pour l'adapter, on pourra faire de la classification, du question-réponse ou autre, en ajoutant juste un tout petit peu de corpus supplémentaire et en entraînant avec une nouvelle tâche. Donc du coup, BERT, qui veut dire Bidirectional Encoder Representation from Transformers, du coup, est un modèle de transfer learning. Donc on a deux parties. On a la partie de gauche qui est plutôt sur l'apprentissage de BERT, sur la manière de faire en sorte qu'il soit représentatif du langage. Donc c'est une partie qu'on peut considérer de semi-supervisée dans la mesure où on va lui passer en entrée tout un tas d'articles Wikipédia ou de corpus de livres qui sont du coup non labellisés. Et c'est via ce corpus que BERT va utiliser deux tâches qu'on va voir par la suite pour s'entraîner et avoir du coup ce modèle représentatif du langage. Et ensuite, du coup, le bloc de droite qui va du coup utiliser le modèle qui a été entraîné, donc qui est ici, pour répondre à une tâche de classification. Donc là, on est dans le cas de mail où on veut savoir si un mail est considéré comme un spam ou non. Donc voilà, dans l'idée, ce qui est très important de noter, c'est que BERT, il est dit bidirectionnel. Donc ça a été une grosse avancée dans le milieu. C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre sur une phrase tout le contexte à gauche et à droite de la phrase pour du coup répondre à des tâches plus facilement. Donc maintenant, on va parler des tâches sur lesquelles BERT apprend. Donc il y en a notamment deux. Donc il y a le MLM, donc pour le Masked Language Model. Donc en fait, cette tâche-là, elle va essentiellement permettre à BERT de prendre du contexte à gauche et à droite dans une phrase. Donc c'est-à-dire que quand on va lui passer les données qui sont non labellisées, donc du coup les corpus d'articles, les livres, du coup ces données-là n'ont pas de label, elles n'ont rien du tout.
Donc BERT, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque phrase, il va dans 15% des cas masquer un mot de la phrase. Et donc du coup, son but d'apprentissage, ça va être d'essayer de se dire le mot que j'ai masqué, qu'est-ce qu'il peut être sur l'ensemble du vocabulaire que j'ai à disposition. Donc ça, c'est la première tâche sur laquelle il apprend. Et la seconde tâche, c'est une tâche de Next Sentence Prediction. C'est de se dire que grâce à la première tâche, dans une même phrase, BERT il va être capable d'aller chercher du contexte à gauche et à droite dans la même phrase. Mais au final, ce qu'on veut, c'est qu'il soit aussi capable d'aller chercher plus loin donc dans les phrases qui sont suivantes. Donc du coup, quand on passe nos données d'apprentissage à BERT, il est capable, grâce à un séparateur, donc par exemple par un point, de savoir quelles sont les phrases, les paires de phrases qui suivent. Et donc dans son apprentissage, dans 50% du temps, à une phrase donnée, il va lui donner la vraie phrase suivante. Et dans 50% du temps, il va lui donner une autre phrase qui est aléatoire dans le corpus. Et il va s'entraîner à savoir si la phrase suivante est oui ou non la bonne. Donc voilà pour ces tâches d'apprentissage. Maintenant, l'architecture du modèle. Donc BERT, du coup, va être représenté par le bloc qui est ici. Et en fait, quand on l'ouvre, on voit que c'est un empilement d'encodeurs. Donc l'encodeur, c'est une notion qui a été apportée par Google à nouveau, dans un papier qui parle de transformer. Donc à la base, un transformer, c'est une succession d'un encodeur puis d'un décodeur. Donc ici, c'est une architecture un peu particulière qu'a sorti Google. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, un encodeur, c'est une succession de 2 couches, donc une couche de self-attention. Donc, ce qu'il faut retenir de cette couche-là, c'est que c'est celle qui va permettre d'avoir le côté bidirectionnel et de prendre en compte le contexte dans une phrase. Et ensuite, on a un feed-forward neural network. Et donc, du coup, c'est l'architecture de BERT. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que du coup, on a un empilement d'encodeurs. Et le but de cet empilement d'encodeurs, c'est d'être capable d'aller capter des relations qui sont complexes entre mots ou quand un mot fait référence à un autre mot qui est assez loin dans un corpus. Donc du coup, on est amené maintenant à parler des limites actuelles de tous ces modèles de transfer learning. Donc la première chose, c'est que du coup, on les entraîne sur des millions, milliards de documents, ce qui fait que l'entraînement de ces modèles, il est très très long. Donc pour l'exemple de BERT, c'est 4 jours d'entraînement sur 16 TPU, donc les Tensor Processor Units, ce qui est particulièrement long et ce qui est très coûteux. Donc pour BERT, sur une langue, on est à environ 100 000 € pour l'entraînement, donc c'est très cher. Ce qui fait que du coup, par la suite, c'est censé être des modèles qui soient faciles à utiliser et à adapter pour de nouvelles tâches. Mais le fait est que quand on veut les passer en production ou quand on veut les fine-tuner sur nos propres tâches, donc de classification de texte, de questions-réponses, en fait, c'est particulièrement long aussi. Il faut avoir accès à des GPU ou des TPU, ce qui fait que c'est pas accessible à tout le monde et que c'est très cher aussi. Et donc du coup, plus globalement, utiliser les papiers qui sont un peu state of the art ou tous les nouveaux modèles de transfer learning qui sortent, globalement, ça reste très compliqué. Et la dernière limite que j'ai notée, c'est le fait que globalement, les modèles sont plutôt entraînés généralement sur de l'anglais que sur d'autres langues. On a Camembert qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui du coup va traiter du français, mais dans l'idée, c'est généralement plus sur de l'anglais que sur d'autres langues. Donc du coup, pour parler du futur assez rapidement maintenant, l'idée, ça va être de voir en quoi on pourrait outrepasser les limites qu'on vient de voir. Donc notamment pour le fait que les modèles sont de plus en plus volumineux, de plus en plus gourmands, on pourrait avoir recours à des techniques de distillation. Donc dans l'idée d'avoir des modèles qui soient du coup plus petits, mais qui essaient d'avoir les mêmes performances ou des performances qui se rapprochent des modèles qui sont plus gourmands. Du coup, de rendre aussi facile l'utilisation de tous ces modèles-là, parce que actuellement c'est pas le cas, c'est très compliqué à utiliser et c'est coûteux. Ensuite, on pourrait penser à des modèles qui soient capables de gérer plus de langues. On a notamment BERT, qui a sorti un modèle qui, de mémoire, traite à peu près une centaine de langues, mais qui n'est pas forcément encore le plus performant. Dans l'idée, dans la centaine de langues, il y a l'anglais, par exemple. Et si on veut utiliser ce modèle sur de l'anglais, on va plutôt prendre le modèle qui est uniquement entraîné sur de l'anglais, plutôt que le modèle qui va prendre tout un tas de langues. Et du coup, après, j'ai listé d'autres possibilités. Donc, j'ai mis la capacité de comprendre l'ironie. Donc là, c'est un exemple, c'est de se dire que même nous, quand on va lire par exemple des tweets ou des articles, parfois on peut avoir des petits passages qui sont un peu ironiques, mais en fait c'est dur même pour nous de le savoir. Donc, du coup, ce qui fait que ça peut être aussi dur pour des modèles de détecter de l'ironie. Et ensuite, pour conclure sur l'avenir du NLP, c'est la dernière puce. On pourrait se dire que pour avoir une approche qui soit un peu plus complémentaire avec la montée du digital et ce qui se fait de nouveau, on pourrait par exemple imaginer des robots qui, en plus de nous écouter si on leur parle, donc du coup d'avoir tout un traitement NLP, vont être capables de nous regarder avec des caméras par exemple, et donc du coup de capter nos expressions faciales, et donc du coup on aurait potentiellement la capacité de comprendre plus facilement l'ironie, parce que peut-être que ça se dénote sur des expressions qu'on peut avoir ou autres, et donc du coup on pourrait avoir l'idée de croiser et de l'approche de computer vision et du NLP. Donc c'est ce qui, selon moi, pourrait potentiellement se faire dans les années qui arrivent.
ce sera à peu près tout. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.